la première table ronde. Climat, solutions pour décarboner les points de vente. Voilà un très bon sujet. Donc j'appelle Adèle El Mossetti, responsable du pôle transition et efficience énergétique d'Auchan, à me rejoindre. Je vous en prie. Et on peut l'applaudir, oui. Quentin Provost, chef de projet RSE CSR chez Lidl. Bienvenue. Et Steven Girard, directeur commercial de Dalkia Froid Solutions. Et tout le monde la connaît, Christine Bourges, responsable environnement chez Périfem. Alors comme à chaque fois, je fais mes petits rappels. Là, j'avais envie de rappeler les accords de Paris par la baisse des émissions de CO2 fixe l'objectif de rester sous la barre des plus 2 degrés, cible 1,5 au niveau mondial en 2050. Voilà un bel objectif. Ma première question, ce sera pour Quentin. Finalement, quand on parle de décarbonation des points de vente, on parle de quoi? Alors, expliquez-nous. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, quand on parle de décarboner les points de vente, déjà, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'un point de vente. Donc, un point de vente, c'est un lieu, soit un supermarché, dans lequel on vend des produits grâce à tout un écosystème. Donc, quand on parle de décarboner les points de vente, on parle en fait de décarboner l'intégralité du fonctionnement de ce point de vente, c'est-à-dire l'intégralité de son bilan carbone. Donc, un bilan carbone, il va être décomposé en différents scopes ou périmètres. Donc, premièrement, vous avez les scopes 1 et 2. Si on retire en fait tout ce qui est relatif au transport interne, dans ces scopes 1 et 2, vous allez avoir toutes les émissions qui sont causées par nos consommations d'énergie des bâtiments. Chez Lidl, c'est l'équivalent de à 50-50. Ils sont causés par les fuites de fluides frigorigènes et dans un second temps, les consommations d'électricité des bâtiments. Ça, chez Lidl, ça représente 0,5% de l'empreinte carbone, de notre empreinte carbone. C'est pourquoi il est primordial aussi de réduire toutes les émissions qu'on va avoir dans le scope 3 et dans lesquelles on a notamment l'empreinte carbone des produits qui, elle, représente 97% de notre empreinte carbone chez Lidl. Malgré tout et néanmoins, il est pourtant très important pour un grand distributeur de réduire en premier lieu les émissions qu'on a sur le scope 1 et 2 parce que c'est en fait des émissions qu'on contrôle directement et opérationnellement et sur lesquelles on a une responsabilité directe sur ces émissions-là. Alors Adèle, je crois que vous voulez apporter un complément pour Auchan. Ouais, pour Auchan, donc pour nous, le scope 3, c'est ce qui est en amont et en aval, c'est nos produits, ce qu'on met dans nos rayons, tout ce qui est émietté de bouche. Donc ça aussi, ça contribue au dérèglement climatique. C'est aussi tous les services autour des produits, le tri des déchets, qui participe aussi à la décarbonation. L'aspect sur le scope 3, la logistique, toute la chaîne logistique, donc en optimisant les parcours, aussi en investissant dans les transports. Et sur le scope 1 et le scope 2, je rappelle sur l'énergie. L'énergie, quand on parle d'énergie, c'est l'électricité, le gaz, le fuel, les réseaux urbains, la carburation, tout ce qu'on va retrouver dans le décret tertiaire en tout cas, c'est toutes ces énergies-là. Donc c'est une accélération, une déconsommation énergétique avec un équilibre avec le commerce. Hein. C'est toujours la mission, c'est de trouver l'équilibre entre économie d'énergie et continuer à faire du commerce sans impacter le confort. Et le scope 1, c'est tout ce qui est taux de fuite frigorigène dans nos installations frigorifiques. Je rappelle qu'un article sur 3 dans nos caddies, c'est un produit frais. Et là, on est impacté par les taux de fuite qu'on peut avoir sur nos installations, sur les fluides encore nocifs. Donc pour nous, la décarbonation, c'est agir sur le scope 1 et le scope 2 avec une neutralité carbone d'ici 2043. Alors on a les définitions, j'ai envie de dire maintenant c'est quelles sont les solutions pour parvenir à décarboner. Steven Girard, donc directeur commercial de Dalkia, quelles sont les bonnes solutions? Alors des solutions, il y en a beaucoup. En tout cas, on va se concentrer sur les actions qu'on peut mettre en place directement sur le point de vente, pour notre part, et donc notamment les scopes 1 et 2, comme ça a très bien été résumé. Dans notre démarche, on va travailler finalement sur le consommer moins, donc comment on réduit au maximum nos consommations énergétiques sur les points de vente, mais aussi le consommer mieux, c'est-à-dire comment notre consommation, on réduit au maximum l'impact carbone de nos consommations.
Et pour ça, on va finalement suivre les différents sujets dont on a parlé. Premièrement, le fluide, je pense que ça a été largement énoncé déjà. Comment est-ce qu'on réduit au maximum le taux de fuite sur nos fluides frigorigènes? Donc comment on réduit déjà la quantité de fluide qu'on aura dans nos installations et comment on maîtrise cet impact-là, notamment via l'installation de fluides naturels. Une fois qu'on a travaillé ce sujet-là sur les fluides, on va travailler aussi le sujet du gaz, comme ça a été également dit. Comment on réduit l'impact carbone de notre consommation de gaz, notamment liée au chauffage. Donc le sujet des pompes à chaleur est évidemment au cœur de ces sujets de décarbonation, mais aussi sur le sujet du process cuisson, les fours de boulangerie. On peut aussi amorcer la transition du gaz vers l'électricité. Une fois qu'on a abordé ces sujets-là, on va évidemment travailler la performance énergétique de ces solutions, donc vraiment suivre et atteindre le niveau optimum. Et dans la conception, on va aussi être attentif à ne pas générer de consommation induite. Par exemple, les consommations d'eau, ça a été dit lors de la précédente table ronde, la consommation d'eau, c'est important. Donc nos solutions devront éviter de consommer de l'eau également. Une fois qu'on a fait tout ça, comment est-ce qu'on verdit finalement la production d'énergie nécessaire à ces installations-là? Donc via nos partenaires, on peut travailler sur l'installation évidemment d'énergie renouvelable, dont le photovoltaïque. Et une fois qu'on a vraiment réduit au maximum nos émissions des scopes 1 et 2, dans notre approche bas carbone, on va jusqu'à la compensation qui est labellisée bas carbone par un label du ministère. Et on atteint des résultats sur des points de vente où on divise par 2 les scopes 1 et 2 en termes d'émissions, voire plus que 2. Adèle, je vous repasse la parole. Pour nous, les solutions, il y a 4 piliers. La première, c'est bien la data. C'est quelque chose qui revient, on le met au niveau commerce et on l'utilise au niveau énergétique, sur le pilotage énergétique et du carbone. Donc la data, c'est tout ce qui va être connecté, les compteurs, tous les facteurs impactants, pour bien comprendre notre consommation énergétique. Ça, c'est la première des choses. On agit aussi sur le comportemental ou l'activité au travers des plans de sobriété, ce qu'on a mentionné depuis tout à l'heure. On a un plan 2 qu'on est en train d'écrire. On va encore aller plus loin. On a encore des gisements sur la partie opérationnelle. Des mesures phares, on se rend compte que nos machines à café, elles tournent toute la nuit. On a des meubles à boissons qui tournent toute la nuit. On a encore des mesures à aller chercher. Donc on regarde les micro-détails sur tous les usages. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique, les investissements. Donc je rappelle, c'est beaucoup la décarbonation, c'est beaucoup de CAPEX, énormément de CAPEX depuis plus de 10 ans quand même, c'est important de le rappeler. Et l'autoconsommation, donc l'accélération des ENR avec le photovoltaïque, mais pas que, la géothermie, le stockage thermique, le stockage électrique. On travaille sur tous ces sujets, donc c'est l'accélération des ENR et la décroissance de nos consommations énergétiques pour atteindre cette neutralité carbone. Quentin, sur ce sujet? Ouais, alors si on se focalise du coup uniquement sur les consommations énergétiques du bâtiment, enfin les émissions qui sont causées par ces consommations-là, donc plusieurs sujets. Premièrement, sur les fuites de fluides frigorigènes, nos solutions, ça va être de remplacer, comme ça a été évoqué, les fluides frigorigènes qui ont un haut pouvoir de réchauffement global, de les remplacer par des fluides naturels. Donc nous, chez Lidl, on a fait le choix de les remplacer par du propane, qui, lorsque vous avez des fuites, en fait, ces fluides-là ne vont pas causer de réchauffement sur la planète. Et autre sujet qui passe aussi avec cette première mesure, c'est le fait de remplacer nos meubles frais. Donc nous, chez Lidl, on a remplacé en fait les systèmes de meubles qui sont des systèmes centralisés par des systèmes, des meubles frais à groupe logé, qui eux fonctionnent de manière autonome et en fait qui permettent de réduire les fuites, parce que quand vous avez une fuite sur un meuble, elle va avoir lieu sur un seul meuble et pas sur tous les meubles. Autre point, donc c'est le fait de produire et de consommer des énergies renouvelables. Donc ça, on le fait à travers plusieurs outils. Donc premier outil, ça va être le fait d'acheter des garanties d'origine. Donc ça nous permet depuis 2021 chez Lidl de garantir que l'intégralité de nos consommations électriques des bâtiments soit produite et réinjectée dans le réseau, donc dans le mix énergétique français, sous forme d'énergie renouvelable. Deuxième outil, ça va être le fait de, comme ça a été évoqué, de déployer des panneaux photovoltaïques afin donc de produire et d'autoconsommer ces énergies renouvelables. Et ça, chez Lidl, on a aujourd'hui plus de 360 000 m² de panneaux photovoltaïques et ça permet grosso modo de couvrir 30% des besoins d'électricité des supermarchés lorsqu'ils sont équipés.
Et enfin, troisième point, la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas. Notre point, c'est le fait de réduire les consommations énergétiques. Et donc ça, on a plusieurs outils également. Donc on a aussi le fait de déployer des systèmes de GTB que vous connaissez sans doute, donc pour pouvoir contrôler les consommations énergétiques. Et en assurer une bonne gestion des sites. Mais avant tout, ça passe aussi chez nous par le fait d'implémenter en fait une démarche d'amélioration continue sur le sujet. Donc nous, on a fait le choix de certifier 100% de nos sites par la démarche ISO 50001, qui permet vraiment en fait d'implémenter et de créer une culture d'entreprise d'amélioration continue sur le sujet. Et ça, on l'a adossé avec tout un accompagnement, avec de la sensibilisation et des formations des équipes, des équipes opérationnelles, pour qu'elles, qui sont sur le terrain, puissent porter cette stratégie et cette démarche. Steven, est-ce que vous pouvez nous redire des ordres de grandeur sur les taux de fuite ? Oui, effectivement, on en a parlé. Les taux de fuite, il y a quelques années de ça en arrière, on parlait de pourcentages qui allaient de 10 jusqu'à 15, voire un peu plus de 15%, ce qui était énorme. Il y a quand même eu un très très gros travail de fait par l'ensemble des enseignes sur ce sujet-là, avec différents systèmes qui permettent de réduire et de travailler ce taux de fuite. Aujourd'hui, on parle finalement de taux de fuite qui ont diminué en dessous de 10%, entre 5 et 8% pour les magasins qui sont bien suivis. Malgré tout, j'attire l'attention sur un point, on parle de pourcentage. Le pourcentage, ça implique qu'au plus on va réduire notre charge en fluide, au plus on va confiner le fluide, au plus finalement ces fuites-là seront limitées en termes d'impact, puisque le pourcentage sera sur une quantité plus faible. Si je peux me permettre. Allez-y, je vous vois avoir envie de réagir. Non, il y a un point, on parle beaucoup des taux de fuite, et il y a quelque chose. La maintenance, on n'en parle pas beaucoup, mais la maintenance, c'est un levier majeur pour nos magasins. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des tensions sur les ressources auprès de nos partenaires qui rend compliqué d'agir plus rapidement dans nos magasins. Quand on fait une demande, ça peut mettre un peu de temps. Ça dépend aussi le secteur géographique. L'Île-de-France, avec toute la circulation, c'est très compliqué. Donc là, maintenant, c'est un levier aussi sur lequel on mise, sur lequel on met des plans d'action, sur lequel on renforce nos contrats de maintenance. Il y a aussi le côté paramétrage des installations, parce que sur le papier, elle fait moins 20, moins 30, moins 40, mais il y a aussi le cycle de vie de ces installations. Donc là, maintenant, c'est un vrai levier de décarbonation dans la durée. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, comment mesurer les actions sur le climat ? Vous avez le micro, vous allez continuer. Je vais continuer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la data elle est essentielle pour mesurer. Donc aujourd'hui, on a nos KPI qui sont agrégés dans nos plateformes, qui nous permet d'avoir ces KPI en fonction des attributs, de l'environnement, de type de bâtiment. Donc elles sont mesurées à ce niveau-là. Elles sont aussi mesurées au travers de nos rapports extra-financiers, je rappelle, qui sont rendus publics. Donc on voit aussi ces chiffres au travers de ces rapports-là. Elles sont aussi validées par le SBTI. Pour Auchan, on a été validé SBTI. Donc nos actions sont vraiment validées par ces organismes scientifiques internationaux. Elles sont aussi validées dans nos CSE. Un plan de sobriété, c'est pas on sort un plan de sobriété, on le met en application. Un plan de sobriété, on le sort, on le fait valider par les parties prenantes. Donc voilà, on le suit de cette manière-là. Ce qu'on voit plutôt, c'est les effets du climat sur nos magasins aujourd'hui. Pour le moment, c'est pas l'inverse pour l'instant, mais pour l'instant, c'est plutôt les effets du climat qu'on voit apparaître et qui nous impactent fortement. Quentin Provost ? Oui, alors pour mesurer les actions sur le climat donc chez Lidl, nous on le fait à travers différents outils. D'abord, il y a le cadre réglementaire qui nous l'impose. Donc tous les 4 ans, on va réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir vraiment avoir la photographie de nos émissions de gaz à effet de serre. Et on va avoir aujourd'hui la CSRD qui va nous demander d'autant plus de données quantitatives et qualitatives sur le sujet. Néanmoins, d'un point de vue volontaire aussi, donc nous on calcule tous les ans notre empreinte carbone selon la méthodologie GHG Protocol, qui nous permet donc de suivre nos actions. Et on a aussi en fait un comité climat dans lequel on va suivre tout un tas d'indicateurs qui sont plus spécifiques et opérationnels en lien avec le climat. On va avoir notamment un indicateur qu'on va suivre sur les émissions opérationnelles sur notre surface de vente en mètres carrés. Ça va nous permettre vraiment de suivre l'évolution en fait, de nos actions sur le climat en fonction de l'évolution de notre parc immobilier sur ces actions-là. Et en fait, toutes ces mesures elles vont nous permettre de suivre les objectifs dans le temps, de pouvoir donc réadapter les actions
et de surtout en objectif final suivre une bonne trajectoire en accord avec nos engagements. Et donc nous, faisant partie du groupe Schwartz, suivre en fait ces engagements qui ont été également aussi validés par le SBTI. Et ça aussi, c'est important d'avoir des mesures et des objectifs qui soient vraiment véridiques d'un point de vue scientifique. Steven? Bien, sur la démarche, on va faire un bilan des émissions carbone scope 1 et 2 avant tous travaux. Ça va nous permettre de définir quels sont les plans d'action qui vont permettre de réduire l'impact. Une fois que ce plan d'action a été mené, on fait un bilan après travaux. Et ça nous permet, dans certains cas notamment, d'obtenir des financements bonifiés puisqu'on démontre matériellement la réduction de l'impact carbone. Et une fois qu'on a complètement réduit et qu'on arrive sur l'incompressible, on peut aller, comme je l'ai évoqué, jusqu'à la compensation. Christine, je t'ai vu prendre le micro. Oui, merci. En fait, je voulais réagir en élargissant, je prends 12 secondes pour élargir juste le champ de notre discussion, mais je voulais aussi rebondir sur ce que Henri Bourgeois nous a dit ce matin de la Fondation Tara. Effectivement, le carbone, ça reste un impact important et on le pilote et on le mesure. Mais c'est vrai que n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres impacts, et là je sors un peu du carbone, mais qu'il y a d'autres impacts qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, c'est les impacts sur le vivant, pour reprendre les termes de Henri Bourgeois ce matin, qui sont peut-être des choses aussi sur lesquelles il faut réfléchir. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire, Adèle. Tu disais aussi que les magasins subissent, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, le climat. Il y a aussi toute cette question de l'adaptation, et on sait que finalement nos impacts carbone et tout le monitoring que vous mettez en place aujourd'hui risque d'être impacté par ce changement climatique, donc à contrario, et que l'adaptation va être peut-être aussi un outil de pilotage finalement des émissions. Oui, et qui sera conforté notamment par la CSRD qui implique cette double matérialité, ce double impact. Mais ce plan d'adaptation, on devra l'écrire aussi. Hein. Ça va être la suite de l'histoire. Hein. Le changement climatique, il est là, il est visible. C'est pour ça que la conception, on le revoit. Le dimensionnement, tout ça va nous impacter. Donc indirectement, on est déjà en train de s'adapter. Tout à fait. Et du coup, j'en profite et je te laisse reprendre le fil. 6 juin, on va avoir une première réunion tous ensemble, en tout cas toutes les personnes qui veulent se pencher sur le sujet de l'adaptation, justement pour lancer notre chantier d'adaptation. Avec plaisir. Retenez bien la date, 6 juin. Alors je dis souvent qu'une bonne table ronde, c'est comme un article. La partie est gagnée quand on retient une idée. Et on n'a pas perdu son temps si on retient une idée. Donc quelle est l'idée à retenir pour vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message ? On va commencer avec Quentin. Une idée à retenir. Alors moi, si j'avais une idée à faire passer, c'est le fait de dire qu'en tant qu'entreprise de la grande distribution, le premier sujet pour avoir le plus d'impact, c'est d'embarquer en fait l'ensemble de nos parties prenantes, notamment sur le scope 3, et donc de décarboner les produits une fois qu'on a mis en place des actions de décarbonation du coup sur le scope 1 et 2. Steven. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il faut absolument avoir une approche globale sur les solutions qu'on doit mettre en œuvre, c'est-à-dire raisonner vraiment sur l'ensemble du point de vente, pour à la fois réduire les consommations et pérenniser cette réduction dans le temps, mais surtout, finalement, associer cette consommation aux bons usages. Et donc, commençons par réduire les usages, associons le niveau de consommation le plus faible possible et maintenons-le dans le temps sur l'approche globale. Adèle. Je n'ai pas forcément d'idée. En tout cas, c'est sobriété matin, midi, soir, je viens de vous dire. C'est déjà une idée, hein, il faut déjà le faire. C'est pas mal. Et non, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, c'est aussi un collectif. Grâce à Périfem, aujourd'hui, on se réunit, on partage. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence sur ce sujet, on est tous dans le même bateau. Donc encourager encore ce collectif, l'intelligence collective, en dehors de l'intelligence artificielle. C'est l'idée que, voilà, c'est pas une idée, c'est dans la continuité. Et voilà. Mais sur l'intelligence artificielle, vous avez raison, je fais juste une petite digression. C'était la responsable de l'innovation de Carrefour qui m'a dit ça au salon de la franchise. L'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, c'est juste un aide de camp. Et c'est utile. Christine, une idée ? Alors, ce n'est pas forcément une idée, c'est plus un appel. Effectivement, ça a été évoqué aussi ce matin par Bertrand, Maël et Franck, et je crois que vous l'avez dit aussi, on va travailler sur un engagement pour réduire encore le scope 1 et 2, même si déjà beaucoup de choses ont été faites, et même si on peut se dire que le scope 1 et 2, c'est moins de 5% d'une enseigne alimentaire et moins de 15% d'une enseigne non alimentaire. En valeur absolue, c'est beaucoup de carbone. Donc on va essayer de s'engager collectivement à réduire encore
ce volume de CO2 sur les scopes 1 et 2. Et puis, on l'a évoqué aussi, scope 3, avec la mise en place d'une plateforme pour nous aider à comptabiliser les émissions du scope 3. Et à partir de ça, on pourra définir une trajectoire peut-être encore plus ambitieuse qu'elle ne l'est déjà pour le réduire aussi, ce scope 3. Et moi, si je dois retenir une idée, c'est que c'est possible et c'est que vous êtes optimiste quand même. C'est bon signe, c'est faisable, c'est pas que des sujets techniques, c'est de la volonté, de la collaboration. C'est le collectif. C'est le collectif. Alors, on a peut-être le temps pour une question, s'il y a une question dans la salle. J'ai vu que tout à l'heure, vous n'étiez pas bavard. Il faut mettre un peu au repos de temps en temps, c'est à vous de poser des questions. Il y a une question juste devant. Allez-y, logiquement, vous avez un micro à côté de vous sur le fauteuil. Je n'ai pas entendu parler de la question des mobilités de vos clients. Comment est-ce que vous le prenez en considération et est-ce que ça fait partie de vos axes de travail ? Un ange passe. Oui, ce qu'on peut répondre sur ce sujet-là, en tout cas en partie, c'est que de par la loi IRVE, forcément, dans l'approche, on met à disposition des clients, des points de vente, des solutions pour aller vers la mobilité décarbonée. Malgré tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette partie-là, elle est encore difficilement quantifiable dans l'ensemble des bilans carbone. Mais en tout cas, dans l'approche qu'on a avec nos partenaires, ça fait évidemment partie des sujets qu'on propose dans l'approche bas carbone. Et si je peux compléter, c'est pas forcément le domaine d'expertise de Périphène, donc j'espère pas dire de bêtises, mais je pense que toutes les questions d'urbanisme commercial dont on parlait aussi, l'approche qu'on va avoir pour la transformation des parkings va sans doute aussi avoir un impact sur les mobilités. Je sais pas, permettre au transport en commun de venir plus facilement sur les lieux de vente. Si les parkings deviennent effectivement des lieux de vie, on a parlé d'EHPAD, de crèches, qui sont des idées parmi d'autres. Ça aussi, ça devrait réduire les émissions carbone liées au déplacement des clients. Donc il y a là sans doute des pistes de travail qui vont nous permettre de réduire ces émissions qui sont du coup liées techniquement au scope 3 du bilan GES.